Deuxième chapitre. Dans ce chapitre, nous présentons l'effet sur le chemin d'un rayon lumineux d'une surface appelée dioptre, séparant deux milieux d'indices de réfraction différents. Nous montrons dans ce chapitre que, dans le cas de l'optique géométrique, le rayon se sépare en un rayon réfléchi et un rayon transmis obéissant aux lois de Snell-Descartes. Celle-ci découle d'un principe général de la physique appelé principe de Fermat. Comme tous les principes synonymes de loi en physique, celui-ci s'énonce sous la forme d'une affirmation non démontrée mais vérifiée par ses conséquences. Donc, on va étudier l'effet sur le chemin d'un rayon lumineux d'une surface appelée dioptre séparant deux milieux d'indice de réfraction. Une méthode élégante pour étudier le trajet d'un rayon lumineux réfracté et ou réfléchi par une surface de séparation a été suggérée par Pierre de Fermat en 1658. La formulation générale du principe de Fermat est présentée comme suit. Donc pour aller d'un point A à un autre, pour aller d'un point A à un autre, la lumière suit parmi toutes les trajectoires possibles, celles dont le temps de parcours est extrémal. Extrémal, ça veut dire minimal ou maximal, donc on n'a pas spécifié. Donc on va voir le principe en général. Donc pour ce faire, on va considérer dl, le déplacement élémentaire d'un chemin géométrique effectué pour aller d'un point A vers un point C dans un milieu d'indice n. Donc là on n'a pas spécifié si le milieu est homogène ou pas. Donc n est général, il peut varier le long du trajet. N dépend de L. On va marquer N entre parenthèses L pour dire que ça dépend de L, de la distance. Ce dernier peut varier d'un point à l'autre du milieu. Voilà, la longueur dl par correspondant le laps de temps dt, c'est dt égale à dl sur la vitesse de la lumière en ce milieu. On remplace v par sa valeur. V c'est c, la vitesse de la lumière dans le vide, sur nl. Donc ce qui va donner cette expression là. Donc pour retrouver la durée du parcours AC, il faut intégrer. Donc t, le temps pour la totalité du parcours, c'est 1 sur c, constant, on la sort de l'intégrale, intégrale entre le point A et le point C de nl dl, qui s'écrit t égale à LAC sur c, avec LAC qui est l'intégrale de NLDL, c'est le chemin, c'est ce qu'on appelle le chemin optique de A à C. Donc on peut reformuler le principe de Fermat comme étant, donc parmi toutes les trajectoires possibles, celle effectivement suivie par un rayon lumineux correspond à un chemin optique L extréma, parce qu'un chemin optique L extréma correspond à un temps extrémal. Très bien. Il paraît évident que si la lumière se propage dans un milieu donné, vide ou matériel, transparent, homogène, isotrope, ça veut dire que n, l'indice de réfraction, nl, est constant et ne dépend pas de l. En effet, dans un milieu homogène, le temps de parcours est proportionnel à la longueur du trajet. Si on remplace ici, donc là, n ne dépend pas de l, on le sort, ce qui va rester sur A. C'est n sur c, intégrale entre A et C, dl. Et ça, c'est la durée du parcours AC, c'est une droite. Donc, en effet, dans un milieu homogène, le temps de parcours est proportionnel à la longueur du trajet. Et le chemin le plus court pour aller d'un point à un autre et a toujours été la ligne droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps de parcours est alors minimal, parce qu'une droite, la distance est minimale et correspond à une propagation rectiligne, quel que soit le sens adopté par la lumière. Par conséquent, le principe de Fermat permet donc de démontrer le principe de la propagation rectiligne. Nous allons montrer sur deux exemples qu'il permet aussi de prévoir les phénomènes de réflexion et de réfraction d'un rayon lumineux se propageant dans deux milieux différents et d'établir simplement les lois de Snell-Descartes. Considérons tout d'abord un miroir plan.
objet simple et familier. Il est totalement réfléchissant pour le rayonnement utilisé et permet d'illustrer le phénomène de réflexion. Donc là, on a un miroir, on a un point A à partir duquel on a envoyé un rayon lumineux et on constate que ça arrive vers le point C. On envoie en A et ça arrive en C. Et on ne sait pas exactement quel trajet ou la trajectoire de la lumière. Donc plusieurs possibilités sont a priori possibles. Donc là, ça va là et il va y avoir un point d'impact ici et le rayon va se réfléchir pour atteindre le point C. Il y a cette possibilité, le point d'impact c'est B', B, etc., etc. Donc là, on a juste représenté des possibilités, mais le nombre de possibilités est illimité. Voilà, donc en appliquant le principe de Fermat au temps du parcours du rayon AC, il est possible de déterminer les coordonnées des points d'impact. Parce que si on arrive à déterminer les coordonnées des points d'impact, on aura déterminé la trajectoire exacte empruntée par la lumière pour aller du point A au point C. Voilà, donc le point d'impact réel de la lumière sur le miroir correspond effectivement à celui du chemin réel. Les trois points A, B, C définissent un plan que l'on choisira comme étant le plan OX, EY. Connaissant les coordonnées des points de départ A, les coordonnées c'est entre parenthèses XA 0 et d'arrivée C, XC, YC, on cherche à déterminer le point B dont les coordonnées sont 0 pour l'axe des abscisses, Y minuscule pour l'axe des ordonnées, qui vérifie le principe de Fermat. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on arrive à identifier les coordonnées des points d'impact B, on aura identifié le chemin ou le trajet de la lumière pour aller du point A au point C en se réfléchissant par le miroir. Ce principe dit que pour aller du point A de A vers C, la lumière suit un chemin passant par B, tel que le temps de parcours soit extrémal. Nous allons donc exprimer la durée du parcours AC en annulant sa dérivée, fixer la coordonnée Y du point B. Pourquoi annuler? Parce que pour déterminer les minima ou maxima d'une fonction, on va calculer le gradient de cette fonction et on va l'annuler pour déterminer les coordonnées de ces points-là. Donc on va faire pareil. Donc comme on ne change pas de milieu, on est sur le même milieu, la vitesse de la lumière est la même sur les deux segments AB et BC. De longueur respective, AB c'est racine carrée de XA carré plus Y carré et BC c'est tout simplement racine carrée de XC carré plus YC moins Y le tout au carré. On a sinus I, ici sinus I égale à le côté opposé, ça c'est B, c'est Y sur AB. Et sinus G égale à cette partie-là qui est YC moins Y sur BC, où I et G sont respectivement les angles que font les rayons incidents et les rayons le rayon incident est réfléchi par rapport à la normale au miroir et sont ici compris entre 0 et 80 degrés. Je note que prendre le point B en X égale à 0 simplifie la discussion sans lui enlever sa généralité. Très bien. Si V est la vitesse de propagation, le temps de parcours et sa dérivée par rapport à Y, coordonnées de B cherchées, sont données par. Donc T, c'est la distance sur la vitesse. C'est AB, après réflexion, BC. Donc c'est AB plus B sur V. AB c'est racine carrée de XA carré plus Y carré, plus racine carrée de XC carré plus YC moins Y le tout au carré. Donc on va dériver par rapport à Y, parce que ce qu'on ne connaît pas, ce qui varie, c'est les coordonnées du point B. Donc, tout calcul fait, on trouve 1 sur V, Y sur racine carrée de X carré plus Y carré, moins YC moins Y, le tout sur racine carrée de X carré, entre parenthèses, YC moins Y au carré. Donc ça égale à 0, ce qui va donner, c'est Y sur AB égale à YC moins Y, c'est BC. Et ça, c'est tout simplement équivalent à sinus I égale à sinus J.
Donc, I égale à J. On établit ainsi qu'à la réflexion sur un miroir plan, les angles d'incidence I et de réflexion J sont égaux. Ceci est encore vérifié lorsque la surface est de forme quelconque et éventuellement non totalement réfléchissante. C'est ce que l'on appelle la loi de réflexion ou la première loi de Snell Descartes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rayon incident ne va pas se réfléchir n'importe comment. Il va se réfléchir de façon à ce que l'angle d'incidence I soit égal à l'angle d'incidence G. Et ça garantit un temps de propagation minimal si le milieu est bien évidemment homogène. Changement de milieu. Pour l'exemple suivant, transmission. Le même type de démonstration peut être effectué lorsque la lumière change de milieu après avoir rencontré une surface transparente. On dit alors que le rayon AC est réfracté. Par souci de simplicité, on choisit à nouveau une surface plane située dans le plan OXY. Les vitesses de déplacement dans les deux milieux sont différentes car leurs indices ne sont pas les mêmes. Dans l'exemple choisi, on a considéré n supérieur strictement à n1. Donc là, c'est le premier milieu d'indice n et le deuxième milieu d'indice n'. Là, c'est un dioptre qui va séparer les deux milieux. Le premier milieu, la vitesse c'est v égale à c sur n. Le deuxième milieu, la vitesse de propagation de la lumière, c'est c sur n'. Donc là, on a un point 1, on envoie un rayon lumineux qui arrive avec une incidence, un angle d'incidence I. Donc, c'est l'angle qu'il va faire avec la normale à la surface. Donc, il va passer dans le deuxième milieu et il va se réfracter. Il va donner lieu au deuxième rayon, au rayon réfracté BC. Donc, le rayon part du point A et arrive au point C. Donc, pareil, plusieurs possibilités sont possibles. Une infinité de trajectoires sont possibles. Donc, il peut aller comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Là, on a tracé deux possibilités. Là, le point de réfraction c'est B et là, le point de réfraction c'est B'. Donc, on va utiliser le principe de Fermat pour déterminer le trajet qu'a emprunté le rayon lumineux pour aller du point A au point C après réfraction au niveau des dioptres. Donc là, les coordonnées du point B ne sont pas connues et elles sont 0, Y. Si V et V' sont les vitesses respectives de déplacement dans les deux milieux séparés par un plan, on a V égale à C sur n, V' égale à C sur 1'. De plus, on a toujours sinus I égale à Y sur AP et sinus R égale à YC sur Y sur BC, où I et R sont maintenant les angles que font le rayon incident et le rayon transmis par rapport à la normale à la surface de séparation. Le temps de parcours de la lumière et sa dérivée par rapport à Y. Donc T égale à AB sur V pour le premier milieu, plus BC sur V' pour le deuxième milieu. D'accord? Donc voilà, on remplace A et B par les valeurs, on retrouve cette expression-là. Donc pareil, on va dériver par rapport à Y, on retrouve cette expression-là qu'on va annuler et on trouve finalement que sinus I sur V égale à sinus R sur V'. Ce qui s'écrit aussi n sinus I égale à n' sinus R. Donc I et R sont différents parce que n et n' sont différents. On établit ainsi qu'à la traversée d'une surface, la lumière change de direction. R est définie par n sinus I égale à n' sinus R, qui contient la deuxième loi de Snell Descartes. Donc c'est cette loi qui va gérer la réfraction. Le rayon ne va pas se réfracter n'importe comment, il va se réfracter de façon à ce qu'il y ait cette égalité, à ce qu'il y ait cette relation entre n, I, n' et R, qui garantit un temps de parcours minimal si le milieu est transparent, homogène, isotrope. On peut définir l'indice de réfraction du deuxième milieu par rapport au premier milieu comme le rapport n' sur n et réécrire la deuxième loi de Snell Descartes sous la forme sinus I égale à nr sinus R.
Les deux exemples traités précédemment ont permis d'énoncer les lois de Snell-Descartes permettant de déterminer le rayon réfléchi ou le rayon réfracté. On travaille toujours dans le plan d'incidence auquel appartiennent les trois rayons incident, réfléchi et réfracté. Donc là, on a un rayon incident qui arrive avec une incidence I et rencontre le dioptre au point I. On trace la normale à la surface. Donc s'il y a réfraction, il va y avoir un rayon réfracté avec un angle d'incidence R et réflexion avec un angle de réflexion J. Les lois de Snell-Descartes établissent des relations entre ces trois angles. Le rayon réfléchi fait avec la normale un angle G égal à l'angle d'incidence I égale à G. Le rayon réfracté fait avec le prolongement de la normale un angle R tel que N sinus I égale à N' sinus R. Principe de retour inverse de la lumière. Les lois de Snell-Descartes permettent de déterminer le chemin choisi par la lumière pour aller du point A vers C en passant par un point B situé sur la surface de séparation. Il est évident que si la lumière se propageait dans le sens opposé, de C vers A, en passant toujours par cette surface, le principe de moindre temps conduirait à la même trajectoire passant par B. En effet, si l'on change le sens de propagation de la lumière en conservant les mêmes notations pour les différents angles, seul le rôle des rayons est inversé. La relation de Snell-Descartes s'écrit toujours sinus I égale à NR sinus R, et ceci nous amène à compléter le principe de propagation rectiligne de la lumière par celui du retour inverse de la lumière. Si l'on inverse son sens de propagation, un rayon lumineux suit le même chemin, même à travers une surface de séparation entre deux milieux dioptres. Interprétation des lois de Snell-Descartes. L'angle d'incidence I peut prendre toutes les valeurs possibles comprises entre 0 et 90 degrés. L'énoncé de la première loi de Snell-Descartes implique I égale à G et permet de tirer la même conclusion pour l'angle réfléchi J. Donc J varie de 0 à 90 degrés également. Les valeurs prises par l'angle réfracté R sont liées à celles de l'indice de réfraction NR égale à N' sur N et à celles de l'angle d'incidence I. Sinus I égale à NR multiplié par sinus R. Deux types de situations peuvent apparaître selon que NR est supérieur ou inférieur à 1. Avant de les décrire, nous donnons les deux définitions. Si NR est supérieur strictement à 1, soit N' supérieur à 1, le deuxième milieu est plus réfringent que le premier milieu. Réfringent, ça veut dire c'est un milieu qui produit la réfraction de la lumière. Inversement, si NR est inférieur à 1, soit N' inférieur à N, le deuxième milieu est moins réfringent que le premier. Propagation vers un milieu plus réfringent, possibilité de réfraction limite. Dans ce cas, NR supérieur strictement à 1. C'est par exemple la situation rencontrée à une interface R vers N égale à 1 et N' égale à 1,5 ou RO N égale à 1 et N' égale à 1,33. Donc là, on a un rayon qui arrive avec une incidence I et se réfracte avec une incidence R. Donc il y a un changement de milieu. L'air vers le vert ou l'air vers l'eau par exemple. Dans le cas d'une propagation vers un milieu plus réfringent, I et R sont liés par la deuxième loi de Snell-Descartes. Sinus I égale à NR sinus R, avec NR supérieur strictement à 1. La fonction sinus étant monotone et croissant entre 0 et 90 degrés. Pour une valeur de I donnée, la deuxième loi de Snell-Descartes implique que R soit toujours inférieur à I. Donc, par définition, si la lumière passe d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent, R est toujours inférieur à I. Par conséquent, le rayon réfracté va se rapprocher de la normale à la surface. Un rayon lumineux rencontrant un milieu plus réfringent vers un plus réfringent avec un angle I, après réfraction il est dévié et fait avec, par rapport à la normale, un angle R
toujours plus petit que I. Le rayon réfracté se rapproche donc de cette normale à la surface. Évolution de l'angle de réfraction RI de R quand I augmente de 0 à 90 degrés. On a pris l'exemple pour lequel on a n égale à 1, n' égale à 1,5, soit nr égale à 1,5. Donc, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que pour I égale à 0, R égale à 0, pour I égale à 10, R égale à 6,65, etc., etc. Pour I égale à 90 degrés, on a R égale à 41,81. Donc, on remarque toujours que l'angle R est toujours inférieur à l'angle I. Là, on a schématisé 4 rayons. Le rayon incident 1, donc le rayon réfracté équivalent. Toujours, il se rapproche de la normale. Le rayon 2, pareil. Le rayon 3, pareil. Et le rayon 4, c'est un rayon qui est particulier. C'est un rayon qui est rasant. Ça veut dire que l'angle d'incidence I égale à 90 degrés. Le rayon réfracté atteint une valeur limite appelée réfraction limite. Donc, ce qui va créer une zone blanche pour laquelle aucune réfraction, aucun rayon réfracté n'existe. Aucune réfraction n'est possible. Lorsque I varie de 0 à 90 degrés, R existe toujours. Il atteint une valeur limite appelée angle de réfraction limite donnée par I égale à 90 degrés. Pour l'exemple, choisis NR égale à 1,5 et donc R limite égale à 41,81. Plus généralement, cette valeur correspond à sinus R limite égale à 1 sur NR. On voit qu'elle est imposée uniquement par la valeur des indices de réfraction. Donc si on change de milieu, la valeur de la réfraction limite change également. Ceci crée une zone d'ombre, c'est-à-dire R entre 41,81 et 90 degrés, dans laquelle il n'existe aucun rayon réfracté provenant du premier milieu. Propagation vers un milieu plus réfringent. Moins réfringent, pardon. Possibilité de réflexion totale. Considérons maintenant NR inférieur à 1. Cela peut être réalisé par exemple avec une interface vers R ou OR, comme matérialisé sur la figure suivante. Les angles I et R sont toujours liés par la deuxième loi de Snell-Descartes. Pour une valeur I donnée, la deuxième loi de Snell-Descartes importe dans ce cas R toujours supérieur à I. Donc là, le rayon incident se réfracte avec un angle de réfraction supérieur à I. Le rayon réfracté et s'écarte de la normale à la surface. Donc, le tableau résume certaines valeurs d'angle d'incidence et d'angle de réfraction. 0, 0, 10, 15,10, 20, 30, 30, 48, 40, 74 et 41, 90 degrés. Donc toujours l'angle de réfraction est plus grand que l'angle d'incidence. Après, aucune réfraction n'est possible pour des valeurs de I supérieures à 41,81. On va essayer de comprendre pourquoi. Donc là, ici, on a matérialisé 4 rayons incidents. Pour le premier, on remarque que le rayon réfracté existe et s'écarte de la normale à la surface. Le 2, pareil. Le 3, donc là, on va voir que le rayon réfracté il est rasant. Ça veut dire que la valeur de R, c'est 90 degrés. Après, pour le rayon 4, il n'y a plus de réfraction, mais une réflexion, c'est la réflexion totale. Donc, si I augmente, position 4, le rayon ne peut plus se réfracter. On aurait donc sinus R supérieur à 1. Et il se réfléchit totalement avec un angle égal. Bien que ce n'est pas un mémoire, c'est juste un dioptre, il y a possibilité de réflexion totale si la propagation se fait vers un milieu moins réfringent et l'angle d'incidence I est supérieur à une certaine limite qu'on va essayer de déterminer sur ce slide.
Lorsque l'angle d'incidence I varie de 0 à 90 degrés, l'angle de réfraction n'existe plus dans le deuxième milieu au-delà d'une certaine incidence I limite. Cette limite est donnée par R égale à 90 degrés et correspond à sinus I lim égale à NR, condition uniquement fixée par la valeur de l'indice de réfraction. On est alors en condition de réflexion totale, bien que l'interface soit transparente. Remarquons que la deuxième loi de Snell-Descartes permet de démontrer la première. En condition de réflexion totale, le rayon reste dans le premier milieu. Voilà, donc ça veut dire que I égale à J. On peut écrire sinus I égale à N sinus J. On remplace l'indice de réfraction par N et R par J. Et on aura I égale à J. La fonction sinus étant bijective lorsque I est compris entre 0 et 90 degrés. De manière générale, quelle que soit la situation de propagation vers un milieu plus ou moins réfringent, I est toujours différent de R. Le rayon incident est donc dévié d'une quantité mesurée par l'angle D, appelé l'angle de déviation, ou plus couramment déviation. C'est l'angle dont il faut faire tourner le rayon incident pour l'amener sur le rayon réfracté. D est par définition un angle orienté. Avec les conventions habituelles, si le rayon tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, la déviation est négative. Donc, ça c'est le premier scénario, ça veut dire on passe d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent, le rayon réfracté se rapproche de la norme à la surface. Ici la déviation est négative parce qu'elle est orientée dans le sens des équations d'une montre, alors qu'ici c'est positif parce que c'est le sens des aiguilles d'une, c'est le sens opposé à celui des aiguilles d'une montre. Constriction de Huygens. Le trajet du rayon réfracté peut être obtenu graphiquement à l'aide d'une constriction due à Huygens qui donne la position du rayon réfracté en fonction de l'angle d'incidence I. Cette méthode qui a joué un grand rôle à l'époque où les calculatrices n'existaient pas et peu employée aujourd'hui, elle est pourtant fort instructive car elle rend bien compte de la réalité à partir de constrictions simples. Constriction de rayons réfractés. On trace deux cercles concentriques. Concentriques, ça veut dire qu'ils ont le même centre. Au point d'incidence I, de rayons N et N'. On dessine le rayon incident qui fait un angle I par rapport à la normale à la surface de séparation I. Son prolongement coupe le cercle de rayon N au point A. Donc là, c'est le prolongement du rayon incident. En A, on met la perpendiculaire à la surface. Voilà. De séparation qui coupe donc le cercle de rayon N' en B. Le rayon IB constitue le rayon réfracté. De manière évidente, il faudra distinguer les deux cas de propagation par deux types de constriction, selon que l'on se dirige vers un milieu plus réfringent N' supérieur à N, ou vers un milieu moins réfringent N' est inférieur à N. Donc là, c'est la deuxième situation pour laquelle N' est inférieur à N. Donc pareil, on trace le rayon incident, le prolongement coupe le cercle de rayon N au point A, on mène la perpendiculaire par rapport à la surface de séparation. Donc la perpendiculaire va couper le cercle de rayon N' au point B et on aura tracé le rayon réfracté IB. Dans chacun des cas, dans les triangles IAC et ICB, on a sinus I égale à IC sur IA et sinus R égale à IC sur IB. D'où ici égale à IA multiplié par sinus I égale à IB multiplié par sinus R. Comme par ailleurs IA égale à N et IB égale à N', on retrouve bien
pour le rayon réfracté la loi 1 sinus I égale à 1 prime sinus R. Dans le cas d'une propagation vers un milieu plus réfringent, la constriction est toujours possible. On peut facilement matérialiser sur la constriction la réfraction limite. Les points A et C sont alors confondus et se trouvent sur la droite de séparation entre les deux milieux, I égale à 90 degrés. Dans ce cas limite, sinus R limite égale à I A sur 2 égale à 1 sur 1R. Si la propagation se fait vers un milieu moins réfringent, la constriction n'est pas toujours possible. À nouveau, on peut facilement retrouver graphiquement le fait que R n'existe plus au-delà d'une certaine incidence. Les points B et C sont confondus sur la droite de séparation entre les deux milieux. Dans ce cas, limite, principe de retour inverse de la lumière, sinus I limite égale ID sur EA égale à NR. Loi de Kepler. Si l'angle d'incidence I est petit, on peut confondre la fonction sinus avec la valeur de l'angle exprimé en radio. Et on est alors de même pour R. On rappelle que premier ordre, sinus I est équivalent à I, cosinus I est équivalent à 1. On a de même sinus R égale à R, cosinus R approximativement égale à 1. On peut obtenir dans le cas d'une approximation approchée de la loi de Snell-Descartes sous une nouvelle forme appelée loi de Kepler. Donc NI égale à N', R ou I égale à NR fois R. Plus l'angle est grand, plus l'erreur de loi de Kepler est importante. Il faut que les angles soient inférieurs à 20 degrés pour pouvoir appliquer correctement la loi de Kepler. Nous proposons dans ce paragraphe d'étudier une étude détaillée de deux systèmes simples constitués de dioptres-plans, la lame à face parallèle et la fibre optique. Considérons une lampe transparente à face parallèle d'indice n et d'épaisseur E, placée entre deux milieux d'indice n, d'indice identique n. C'est par exemple une vitre de nos maisons. Au point A et B, on applique. Donc là, on va considérer un rayon incident qui arrive avec une incidence I. Il rencontre la première face de la lame à face parallèle au point A. On trace la norme à la surface. Donc là, la lumière passe d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent. Le rayon se réfracte, mais il se rapproche de la norme à la surface. Et donc il se rapproche avec un angle de réfraction R1. Il continue son chemin, il va rencontrer la deuxième face au point B avec un angle d'incidence R2. D'accord? Donc là, la lumière passe d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent. Il y a deux possibilités, soit réfraction totale, réfraction, soit réflexion totale. Donc là, on va supposer qu'il y a eu une réfraction. Donc là, il va y avoir une réfraction avec un angle de réfraction I plus grand que I2 plus grand que R2. Le rayon réfracté il va s'écarter de la normale à la surface. Très bien. Donc au point A et B, on applique les lois de Snell-Descartes. Sinus I1 égale à 1 sinus R1 en A et 1 sinus R2 égale à sinus I2 en B. Donc là, R1 égale à R2. Il s'agit des mêmes angles. Si R1 égale à R2 égale à R, on a I1 égale à I2 égale à I. L'angle émergent, I2, qui est I, est le même que le rayon, que si le rayon passait directement du premier milieu d'indice absolu n égale à 1 au troisième milieu le même indice. D'accord? Parce que le rayon incident, il rentre avec l'angle I et il sort avec l'angle I. Cependant, le trajet des rayons n'est pas modifié. En effet, bien que le rayon transmis sorte avec le même angle que l'angle d'incidence, il est décalé d'une quantité delta qu'on cherche à calculer. Donc pour ce faire, on va considérer le triangle ABC. ABC. On a sinus I moins R égale à BC sur AB. BC, c'est-à-dire delta sur AB. AB est inconnu. Donc pour l'identifier, on va utiliser le triangle ADB. Cosinus R égale à AD. AD qui est l'épaisseur E, donc AD sur
AB égale à E sur AB. D'accord? Après calcul, on trouve que sinus I moins R égale à delta cosinus R sur E. Finalement, delta égale à E sinus I moins R cosinus R. Donc, si on a affaire à de petits angles, d'accord, cette expression devient delta sinus I moins R égale à I moins R et cosinus R égale à 1. Du coup, on a delta égale à E I moins R. On remplace I par la loi de Snell-Descartes, I égale à NR pour Kepler, la loi de Kepler. Donc, soit delta égale à I fois E, N moins 1 sur N. Donc là, delta, elle dépend de I de E et de l'indice de réfraction N. On arrive à la fibre optique. Une fibre optique est un guide de lumière. Elle est constituée d'un cœur cylindrique, comme montré sur la figure, d'indice N' et d'une gaine d'indice N secondes. Ces deux milieux sont transparents. Un rayon arrive en I sous une incidence I. Il se réfracte avec un angle de réfraction R et frappe la gaine avec un angle d'incidence M. Le but de la fibre optique est de transmettre le rayon à l'intérieur du corps avec le minimum d'absorption sans que celui-ci puisse sortir de la gaine. Il faut donc que la réflexion soit totale en J. Donc il va y avoir une succession de réflexions totales jusqu'à atteindre l'extrémité de la fibre optique. C'est le principe de transmission à travers la fibre optique. L'objectif est de voyer des données, internet, téléphonie, etc., à très grande vitesse. On écrit les lois de la réfraction en I. N sinus I égale à 1' sinus R. R et M sont reliés par 1 plus R égale à pi demi. Et la réflexion totale en J, c'est N' sinus M égale à 1 seconde sinus pi demi. Ou encore, c'est sinus M égale à cosinus R. Parce que sinus M égale à sinus de pi demi moins R. Sinus de pi demi moins R égale à cosinus M égale à 1 seconde sur 1'. Finalement, on a 1 carré sinus I, sinus carré I égale à 1' carré multiplié par, entre parenthèses, 1 moins N seconde sur N' le tout au carré, qui donne N' carré moins 1 seconde au carré. Donc soit sinus I égale à racine carrée de N' carré moins 1 seconde carré sur N. Donc si on prend N' égale à 1,5 et N seconde égale à 1,48, sinus I égale à 0,244 et égale à 14 degrés. Si I est inférieur à cette limite, N est supérieur à l'angle de réflexion limite et le rayon se réfléchit à l'intérieur de la fibre pour ressortir à son extrémité opposée. La quantité N racine carrée N' carré moins N seconde carré est appelée ouverture numérique de la fibre. Pourquoi il faut que I soit inférieur à I limite, c'est-à-dire 14 degrés, parce que tout simplement M doit être supérieur à l'angle d'incidence limite pour la réflexion totale. Ceci implique on a 1 plus R égale à 80 degrés. Si M augmente, R baisse, parce qu'il y a égalité. 1 plus R doit être égal à 90 degrés. Si M augmente, R doit baisser pour garder l'égalité. La relation 1 sinus I égale à 1' sinus R implique que I doit baisser également, donc I doit être inférieur à cette limite pour qu'il y ait réflexion totale. Dans ce cas, différentes valeurs d'angle d'incidence inférieures à l'angle limite permettent à plusieurs rayons de se propager dans la fibre avec une longueur de trajet différente. On les appelle les modes de propagation de la fibre, dites multimodes.